Salut Alexa, enchantée. Hello Aurélia. Ravie de te recevoir sur ce podcast et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Un grand plaisir de commencer ma journée avec toi aujourd'hui. Génial. Ben écoute Alexa, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexia Cornu. À la base, je suis préparateur physique et entrepreneur, experte en physiologie de la femme. J'accompagne depuis 2009-2010 maintenant, donc ça fait déjà quelques années, exclusivement les femmes. J'ai commencé sur la partie sportive et puis petit à petit, je me suis formée pour aller sur la partie nutrition, puis la gestion du stress, le sommeil, la ménopause, le périnée. Et donc aujourd'hui, je propose des accompagnements en ligne qui sont vraiment pour les femmes de plus de 40 ans, à la fois sur la partie du coup sport, nutrition, santé, bien-être. J'ai écrit deux livres chez Larousse, un qui est à destination des personnes qui veulent se remettre au sport avec des recettes, et le second qui est le guide santé de la femme, qui est un livre qui permet de comprendre le fonctionnement du corps de la femme et toutes ses spécificités physiologiques en fonction des âges et des périodes de la vie. Et j'ai coécrit ce deuxième livre avec Julie Cantourné, qui est kinésithérapeute experte en abdo-pyrénéologie, avec qui on a monté une école de formation en ligne pour les coachs sportifs, les kinés, les ostéos et les sages-femmes. Et l'objectif de cette école, c'est de proposer un accompagnement sur une année, à la fois pour gagner en compétences spécifiquement sur la femme, mais également pour développer une activité professionnelle, en vivre correctement, parce qu'on voit que ces professionnels de la santé et du sport sont souvent confrontés à des difficultés à se vendre parce qu'on est sur de la santé, c'est uniquement des femmes, donc il y a souvent un syndrome de l'imposteur. Et donc voilà, ça me tient à cœur, en plus d'accompagner les femmes en individuel à travers ma plateforme, d'accompagner aussi les pros pour qu'elles puissent s'épanouir aussi dans leur activité et aider davantage de femmes en aidant aussi les professionnels. Génial. Et donc tu disais que dans ce programme d'accompagnement, ce sont des professionnels. Ouais, des Dans... gens qui sont déjà pros, donc soit des kinés, soit des coachs sportifs, soit des ostéos, soit des sages-femmes. En fait, on les met vraiment dans une école ensemble, déjà parce que ils se tirent énormément vers le haut, étant dans des domaines différents, mais la même cible. Du coup, ils s'apportent au niveau communauté énormément. Et en plus de ça, ben, du coup, Julie les accompagne sur la partie purement connaissance et moi, je les accompagne sur la partie mindset business. Et en fait, pendant un an, on les fait évoluer par rapport à ça. Et c'est la seule formation aujourd'hui qui est sur un an, qui va Oui. à la fois sur la partie connaissance, accompagnement, business, mindset et communauté. C'est vraiment sur une sorte de mastermind sur la santé de la femme, en fait. Ouais, c'est vraiment une approche globale, une approche holistique Ouais, en termes complètement. d'accompagnement. C'est vraiment les accompagnements que moi je faisais que je fais en B2C au final. Et bien de pouvoir transposer la même chose en B2B pour pouvoir aider davantage de personnes à faire ce métier, quoi. D'accord. Mais toi, tu as commencé il y a longtemps déjà à entreprendre. Donc, Moi, en 2009, du ouais, coup. c'est ça. Ok. J'ai jamais été salariée, moi, du coup. J'ai monté T'as ma jamais- boîte entre ma L2 et ma L3 en licence. Ouais. Et en fait, j'ai fait mon mémoire et mon stage de troisième année sur mon entreprise, en fait, parce que je trouvais pas d'entreprise qui avait la vision de ce que je voulais faire. Et mes profs m'ont dit, bah, vas-y, fais-le, c'est OK. Donc, ils m'ont accompagnée là-dedans, ce qui fait que j'ai pu faire mon stage de fin d'études, en fait, sur ma boîte avec mes profs qui m'ont accompagnée avec des outils pour pouvoir m'aider à monter ma propre méthode. Génial. Ouais, ça, c'était vraiment cool. D'accord, ouais, donc tu n'as jamais connu le salariat et tu Non. t'es direct lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, quand tu as démarré, tu étais déjà dans ce type de business model? J'étais déjà dans le même avatar. C'est-à-dire que D'accord. c'était santé de la femme, c'était la femme de plus de 40 ans. C'est la constante de mon activité depuis 2009. Pendant 4 ans, j'ai exercé en France en présentiel. Donc là, j'étais à la fois sur du coaching à domicile individualisé et aussi sur le développement d'une association où je faisais du sport santé avec de la marche nordique. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, au bout de 4 ans, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et donc j'ai continué l'aventure entrepreneuriale là-bas. J'ai vécu presque 8 ans dans la Silicon Valley, en Californie. Et donc j'ai redéveloppé mon activité là-bas de coaching à domicile, travail avec les entreprises de la Silicon Valley pour proposer des team building sportives.
Je bossais avec beaucoup de chefs d'entreprise, donc j'étais très nourrie aussi, moi, sur mon côté entrepreneuriat. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de convertir mon business model en digital. Voilà. Donc, Très bien. mais j'ai toujours, du coup, j'ai l'impression d'avoir remonté 3 fois mon business parce qu'il y a eu la première fois en France, il y a eu la deuxième fois aux États-Unis et la troisième fois pendant le Covid sur la partie digitale. Et depuis que je suis sur du digital, du coup, je peux scaler, donc la mise en place d'une équipe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment l'impression d'être passée en 2020 de solopreneur à aujourd'hui, tu vois, fin 2024, chef d'entreprise, de 2 entreprises en plus, avec des collaborations. Enfin voilà, donc ça a vraiment évolué énormément ces 4 dernières années, euh, professionnellement et du coup personnellement aussi, puisque pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Yes. Quand tu dis deux entreprises, donc il y a la partie B2C et B2B, c'est ça que tu distingues? Exactement. Voilà. OK. Ouais, je distingue les deux. Sur le B2C, je suis seule à la tête de l'entreprise. Sur le Ouais. B2B, je suis avec Julie. Ouais. Voilà. Donc, du coup, on a une co-gestion sur le B2B. Ça se passe super bien. On a bien défini nos domaines d'expertise et du coup, on ne se marche pas dessus et on est très complémentaires. Donc, c'est génial. Et après, voilà, sur le B2C, je suis seule. D'accord, très bien. Est-ce que justement tu veux nous partager ta vision, la vision que tu as pour toi, pour ta vie, mais aussi pour ton business, tes deux business? Euh, du coup, moi, la mission globale, c'est d'accompagner un maximum de femmes de plus de 40 ans, à la fois à prendre soin d'elles sur le plan physique, nutritionnel et tout ça, mais pour moi, le sport, la nutrition, c'est des outils. Le fond du fond, c'est leur redonner confiance en elles et leur permettre d'être bien en fait dans leur quotidien. Que ce soit des femmes qui soient plus alignées, peu importe leur ambition, mais qu'elles sentent qu'elles sont à leur place. Et peu importe finalement ce qu'elles choisissent comme place, mais de se sentir au bon endroit. Donc ça, que ce soit les pros ou le perso, c'est vraiment quelque chose que les personnes que j'accompagne retrouvent. Toutes les femmes que j'accompagne sont vraiment dans ce côté, ok, donc Alexa, en fait, elle nous aide vraiment à nous poser les bonnes questions et à, en fait, être au bon endroit, trouver un équilibre, que ce soit pro-perso. Mais voilà, donc ça, c'est ma mission globale, c'est vraiment de pouvoir impacter le plus de personnes là-dedans. Après, sur les façons de le faire, du coup, là, en ce moment, je le fais en digital, je le fais à travers des livres, je le fais à travers des podcasts, je fais des chroniques aussi à la radio. En 2025, j'ai un docu-série qui va sortir avec ma maman, où du coup, je l'accompagne pendant un an et j'emmène ma communauté avec moi pour qu'elle puisse suivre ce programme d'accompagnement pendant un an. À terme, j'aimerais beaucoup que ce concept soit repris euh, pour pouvoir le développer encore plus. Et puis, si on regarde la vision un peu plus loin, j'aimerais beaucoup pouvoir changer le système d'éducation au niveau post-bac sur justement la prise de conscience des professionnels sur l'accompagnement des femmes. Donc concrètement, ça voudrait dire changer les programmes en kiné et en STAPS pour que la santé de la femme soit beaucoup plus centrale. C'est 50% de la population et c'est quasiment inexistant dans nos programmes scolaires. Donc de remettre ça à sa juste valeur pour que les professionnels ne soient pas démunis comme ils le sont aujourd'hui. Euh, J'estime que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'académie, avec Julie, on ne devrait pas avoir à le faire. Ça aurait dû être dans notre cursus. Donc voilà, aujourd'hui on le fait. Mais si on pouvait faire en sorte qu'ensuite ce soit dans le cursus initial, ce serait génial. Ouais. Très, très belle mission. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions et tes désirs pour l'année 2025? 2025, l'objectif, c'est vraiment de mettre davantage en lumière mon accompagnement en périménopause, ménopause. C'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ça. Et je pense que sur les années précédentes, je n'osais pas forcément, tu vois, prendre cette casquette complète parce que il y a ce côté où moi, je le fais depuis le début et je sais que je suis légitime de le faire. Mais il y a beaucoup d'attaques sur le fait que je sois jeune. Tu vois, les gens confondent des fois expérience et expertise. Et je sais que l'expertise, je suis totalement légitime de faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne sur le marché qui propose
un accompagnement global comme je le fais autour de la périménopause qui inclut vraiment tous les piliers de l'hygiène de vie. Et, euh, et donc, du coup, de vraiment prendre ce rôle-là et l'assumer pleinement. Donc, beaucoup un travail sur ma posture, finalement, et d'assumer d'être une femme de 35 ans qui est passionnée par aider les femmes de plus de 40 ans, tout simplement. Et donc, voilà, le docu-série va beaucoup aider dans ce sens-là, parce que je pense que grâce à ce qu'on est en train de créer avec ma maman, les gens vont pouvoir aussi se rendre compte à la fois de mon expertise, mais aussi de la sincérité de mes accompagnements et de pourquoi en fait est-ce que je fais ça depuis 15 ans, puisque tout a démarré à partir d'elle. Et donc d'avoir ce projet commun ensemble, de pouvoir le mettre aux yeux du monde au final, va me permettre, je pense, de pouvoir assumer davantage cette posture. Oui, très bien, parce que justement, j'allais dire, pourquoi quand tu es, parce que comme tu dis, même durant tes études, tu savais que tu voulais servir ces personnes-là. Déjà, tu savais que voulais servir les personnes qui avaient plus de 40 ans, les femmes de plus de 40 ans. Donc, c'est lié à ton histoire, justement, comme tu viens de Ouais, le dire. Et complètement. C'est ma mère, ouais. Ma mère, c'est ma cliente cible. J'ai commencé pour ça, en fait. Et je pense que c'est pareil, c'est difficile à percevoir, mais le côté entrepreneuriat, moi, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours créé. Tu vois, même quand j'étais petite, j'étais tout le temps en train de créer des choses. Donc, en fait, je me suis jamais posé la question de comment j'allais trouver un métier qui allait être fait pour moi. C'était de toute façon, je vais créer ma façon de travailler. Donc, je me suis jamais posé trop la question. Et ma maman et l'accompagnement des femmes de l'âge de ma maman, c'était une évidence aussi, parce que j'ai toujours coaché. Je coachais mes petites sœurs, je coachais ma maman. À 12 ans, je coachais déjà ma mère. Donc, en fait, c'était même pas. Tu vois, il n'y a même pas besoin de se poser la question, en fait. c'était J'ai fait des études en sciences du sport et c'était comment est-ce que je me sers de ça pour créer quelque chose qui va aider ma mère. trop bien. Et ce documentaire, on pourra le voir sur quelle plateforme? Alors là, il va être sur ma chaîne YouTube Très bien. et j'essaye de le revendre. Donc, ce serait cool si j'arrivais à le mettre chez Netflix. Ah, génial. Ah ouais, En tout trop cas, bien. c'est l'ambition. Après, on verra où ça arrive, mais j'aimerais bien, ouais, en tout cas, tenter de proposer à Netflix de le reprendre. Ouais. C'est très utile, effectivement, cette thématique. Trop bien. Ben écoute, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de seule, justement, indépendante, à une chef d'entreprise qui commence à déléguer à une équipe? Est-ce qu'il y a eu des signes déclencheurs? Le Covid, de toute façon, parce que mon business avant Covid n'était pas scalable. J'étais limitée par mon nombre d'heures. Et enfin, c'était pas, finalement, j'avais très peu de travail qui n'était pas en présentiel, donc très peu de travail à déléguer, ou alors il fallait que ce soit pas moi, tu vois. Oui, Mais donc, la question se posait pas vraiment. Elle a commencé à se poser quand j'ai digitalisé et que déjà d'une, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire où on ne voyait pas forcément ma tête et donc il n'y avait pas forcément d'intérêt que ce soit moi qui le fasse, que ça pouvait être délégué à des personnes meilleures que moi. Et puis, parce qu'en fait, très vite aussi, j'ai eu beaucoup de demandes. Et donc, je me suis dit, mais si moi, je veux répondre correctement à la demande, il faut absolument que je délègue les choses où je perds du temps et qui ne sont pas dans ma zone de génie. Et moi, ma zone de génie, c'est le coaching. C'est quand je suis avec les personnes. Donc, tout ce où je ne suis pas avec les personnes, il faut que je trouve un moyen de le déléguer. hmm, Donc, ça s'est fait très vite en 2020. Donc, il y a eu le Covid en mars. Moi, la plateforme, je la lance en juin. Et je pense que dès juillet, août, je commence à demander d'abord aux copines, d'abord dans le cercle proche, quoi, genre qui a du temps, parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Et puis, très vite, en fait, ça suffit pas. Il faut des personnes plus présentes. Donc, là, je commence à regarder toujours dans le cercle proche, faire un petit peu des sortes de mini fiches de poste au début, qui n'étaient pas forcément très abouties, mais de lister un peu ce dont j'avais besoin. Et puis, et de faire tourner autour de moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça, ça, ça? Et donc, je trouve assez rapidement mon bras droit, parce que je la trouve en décembre 2020. Elle est toujours là, tu vois. Et donc, au final,
Après avoir un peu bidouillé à droite à gauche, bah, du coup, décembre 2020, j'ai Clem qui rentre dans l'équipe. Entre-temps, j'avais pris aussi quelqu'un pour m'aider un peu sur du community management et sur du web design. Parce que je fais énormément de e-books, de lead magnets, je fais beaucoup de contenu avec des plannings, etc. par rapport, tu vois, au sport, à la nutrition. Donc, et puis j'ai besoin que ce soit tout le temps très, très beau. Donc j'ai une sensibilité aussi voilà, euh, à l'esthétique extrêmement importante. Donc, j'avais besoin de m'entourer très vite d'une personne. Tu vois, on va se dire, l'esthétique, quand tu démarres un business, c'est pas la priorité. Pour moi, ça l'était. Genre, ça c'est vraiment partie des trucs. Il me faut des trucs jolis, sinon je ne vais pas aimer ce que je délivre. Donc, il fallait que ce soit beau. Donc voilà, du coup, je me suis entourée en premier, un peu d'aide pour la communauté, un peu d'aide pour le design et un peu d'aide. Vraiment, Clem, c'est mon couteau suisse, tu vois, sur la partie globale de l'utilisation de la plateforme, etc. Donc, on a commencé comme ça. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, je pense que ça devait être printemps 2021, je suis rentrée dans l'écosystème de Romain Collignon. Squared. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah, moi, je suis en hyper croissance. La boîte grandit très vite. Et il y a vraiment des enjeux de structuration pour ne pas faire de burn-out dans un premier temps. Tu vois, c'est vraiment sortir la tête de l'eau. Donc là, c'est vrai de rentrer dans cet écosystème-là me permet d'être coachée déjà, de pouvoir évoluer en tant que personne et donc comprendre que je suis en train de passer un cap dans mon entrepreneuriat et que je suis plus solopreneur et qu'il va falloir que je délègue davantage. Et donc là, je m'entoure vraiment d'une équipe pour m'aider à recruter et on monte à 14 personnes assez rapidement finalement. Et après, tu vois, sur l'année 2021, l'année 2021-2022, en gros, on fait vraiment monter l'équipe et on essaye de mettre en place des process pour essayer de structurer un maximum. Et moi, donc, j'évolue aussi énormément personnellement et je prends ma casquette du coup de chef d'entreprise. C'est 2 années personnellement qui sont très compliquées. Et donc, ma boîte, malgré le fait que c'est de l'hypercroissance et que ça va très vite, me tient en vie, quoi. Enfin, littéralement. Donc, en fait, je mets toute mon énergie dedans, ce qui fait qu'elle continue à bien croître. Mais parce qu'en fait, il faut que je sois dans quelque chose qui me porte et que finalement, en fait, ma boîte me porte, quoi. Donc 2021-2022, je tiens comme ça. Et après, bah, du coup, 2023 et 2024, ça se calme énormément. Entre-temps, j'ai beaucoup évolué, je me fais beaucoup coacher, donc j'évolue beaucoup pour pouvoir prendre davantage de temps pour moi. J'accepte aussi d'avoir plus de temps pour regarder ce qui se passe en face. Et donc, j'accepte aussi de bosser moins, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, mais de toute façon, j'ai pas de regret sur le fait d'avoir autant bossé parce que ça m'a apporté. Et donc là, je me dis, OK, genre, faut que je bosse un petit peu moins pour faire plus de place à des choses qui ne sont pas du travail pour retrouver un certain équilibre. Et donc, 2023-2024, on structure encore plus, on met en place davantage de process, on réduit l'équipe. Et là, on est, tu vois, à un bon fonctionnement, on est 8 et on a un super équilibre. Et moi, j'ai un très bon équilibre vie pro, vie perso, où quand j'ai envie vraiment, tu vois, de taper dedans et de créer des nouveaux programmes et d'envoyer, je sais que je peux appuyer sur l'accélérateur. Mais d'un autre côté, quand j'ai envie de vraiment lever le pied, d'être beaucoup plus sur moi et ben la boîte, elle fonctionne très bien aussi si je ne mets pas le nez dedans, parce que tout le monde a des process qui fait que je peux ralentir à tout moment sans que ça mette en péril aujourd'hui l'activité. Trop bien. Et donc, voilà, de 14, tu parlais en termes de transition, de 14 personnes, où tu as réduit l'équipe à 8 personnes. Et donc, aujourd'hui, ton équipe, elle est composée, donc, du coup, de ton bras droit, Ouais, toujours de l'ACM, c'est ça? ouais. Donc la SEM est toujours là. Aujourd'hui, donc voilà, elle gère bah, enfin, les réseaux sociaux des deux boîtes. Ensuite, donc j'ai mon bras droit Clem qui gère 2 supports care, parce que le suivi est très important dans mon entreprise. Tu vois, l'accompagnement, c'est extrêmement important. Donc, euh, donc voilà, du coup, on a 2 personnes sur le support pour aider à gérer bah, les forums, m'aider à répondre aux commentaires, faire le suivi voilà, client, etc.
toujours une personne sur le design, Mhm. forcément, qui gère aussi tout le web design. J'ai une personne qui gère le SEO avec la rédaction d'articles de blog à partir de mon contenu, à partir de mes vidéos et à partir de mes audios, etc. Et puis, j'ai une personne sur tout ce qui est media buying, donc qui gère l'acquisition, les pubs. Voilà, donc ça, D'accord. c'est vraiment... enfin, on a ça. Après, j'ai du coup aujourd'hui aussi une PIA, donc une nana qui gère mes médias, puisque je fais quand même pas mal de presse. Mhm. Euh, donc voilà. Donc là, c'est. Après, j'ai mon vidéaste, mais qui intervient plus de façon ponctuelle, donc je ne le compte pas forcément, tu vois, dans l'équipe avec qui je suis au quotidien. Et j'aime bien, moi, faire rentrer des personnes de façon ponctuelle pour faire des audits. Donc là, actuellement, on a un audit en business sur la partie financière, enfin, tu vois, globale. On a un audit sur le marketing, donc une personne qui est en train de regarder tout notre marketing, puisque sinon, c'est moi qui le gère. Et puis, on a un audit aussi sur la partie réseaux sociaux aujourd'hui, puisque je suis en train encore d'évoluer en termes de posture, et donc on est en train d'essayer de remettre aussi nos réseaux sociaux à la page par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment voilà, les personnes avec qui je bosse toute l'année. Et puis ensuite, j'aime bien faire venir pendant 6 mois, tu vois, 3 à 6 mois, des personnes qui vont venir auditer, euh, questionner, challenger mon écosystème pour le faire grandir. Et puis, je suis aussi dans des masterminds, ce qui est très important pour moi, pour la partie coaching. Donc, Yes, trop bien. Et comment tu t'y es pris pour déléguer? Comment tu as pris ces décisions? Comment tu as trouvé tes collaborateurs? au début, cercle proche, Ouais, avec des mini fiches de poste où je listais ouais, un peu les besoins. Maintenant, on a un process qui est beaucoup plus évolué, où on a une fiche de poste qui est très précise avec la mission de l'entreprise, avec la vision qu'on a sur le long terme, comment fonctionne l'équipe en interne, et ensuite des tâches qui sont très précises, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport au recrutement. Et ensuite, il y a un process de recrutement avec d'abord un dépôt de candidature sur un Google Form avec des pré-questions de qualification et ensuite un système d'entretien avec moi, puis avec mon bras droit. Voilà. En gros, aujourd'hui, on recrute comme ça quand on a besoin de faire du recrutement. Et les annonces, je vais les faire passer dans mon cercle d'entrepreneurs, d'où l'importance aussi d'être bien accompagné au niveau des masterminds. Euh, yes. voilà. Même si je peux poster sur mes réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, sur mon Insta, tu vois. Mais je vais aussi faire passer sur les Slack en interne de mes groupes de mastermind. Ok. Donc actuellement, tu es dans plusieurs masterminds? Aujourd'hui, je suis chez Square, donc avec Romain Collignon, et je suis aussi avec Entreprendre avec Gérald Faure. D'accord, ouais, je vois. Voilà. Ok, superbe. Et aujourd'hui, comment tu définirais ton rôle au sein de tes deux business? Du pilotage. Ouais. Je pilote. Je suis vraiment sur la mission, la vision et pilotage de la boîte. La deuxième, elle a qu'un an, mais vu que j'ai tellement d'expérience de la première, j'ai direct mis en place les process, ce qui fait qu'on est beaucoup plus en réduit en fait sur la. Aujourd'hui, on a sur la deuxième boîte, donc j'ai la community manager et la web designer qui est la même que ma boîte principale. Ensuite, j'ai Julie qui s'occupe de toute la partie contenu et avec qui on coach toutes les deux. Elle sur la partie connaissance et moi sur la partie business mindset. Et on a une assistante. Et ça fonctionne. D'accord. Et tu Euh, disais aussi que donc t'es un média buyer, donc tu fais des ads. ouais, pour le moment, sur le B2C, alors je suis un. On va essayer de faire évoluer ça en 2025 parce qu'aujourd'hui, je suis une baby ads. Tu sais, je suis genre, vas-y, on met un petit peu sur le lancement et voilà, on regarde ce qui se passe. Je Donc, vois, je vois très donc bien. voilà, moi je suis un peu comme ça sur les ads en mode j'ai un business qui est en organique depuis le début et ma philosophie est tellement basée sur le customer care que forcément je suis euh, hyper frileuse sur les ads. Euh, Aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place en termes de structuration, de scalabilité, de process au niveau du customer care, on peut commencer à se permettre d'appuyer sur les ads
Mais pour moi, c'était hors de question de le faire tant que le parcours client n'était pas aux petits oignons et de se dire, OK, on peut augmenter sans diminuer la qualité de l'accompagnement puisqu'il y a de l'individualisé sur tous les programmes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au tarif de mes offres, il y a un niveau d'accompagnement qui a nulle part ailleurs parce que, en fait, on est beaucoup moins cher que de l'individualisé, mais on propose une expérience individualisée, donc avec du coaching de groupe et du personnalisé derrière en suivi. Donc là, c'était important d'avoir nos bons process bien rodés avec l'équipe pour pouvoir absorber ça. Ouais, 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 super. Et donc, en parlant de ton équipe, comment tu gères les projets avec ton équipe? Comment vous gérez ça? Comment tu assignes des tâches, les deadlines, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous... Bah déjà, du coup, il y a un team meeting mensuel qui Ouais, dure en général 1 heure et demie où je leur repartage la vision, les objectifs mensuels, trimestriels, annuels, où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est vraiment pour le côté cohésion et que tout, vu que moi, j'évolue très vite et j'ai tout le temps plein d'idées, d'être sûr de perdre personne en route. Donc ce meeting mensuel, il permet vraiment que tout le monde soit à jour sur qui fait quoi, comment. Comme ça, tout le monde voit bien les tâches de chacun, ce que chacun évolue, enfin comment chacun évolue. Après, moi, l'équipe est très, très autonome. C'était vraiment l'importance de créer des process pour que chacune sache exactement ce qu'elle a à faire et elle se rendait compte à elle-même surtout, quoi. Donc, en fait, elles ont un Asana qu'elles remplissent elles-mêmes mm, et en fait, qu'elles mettent à jour elles-mêmes. Moi, je fais des points de contrôle, en fait. Mais d'accord, voilà, après, elles sont totalement autonomes là-dessus. Et on a un Slack, donc toutes les questions passent dans le Slack quand voilà, il y a des sujets. Et ensuite, on a aujourd'hui un Drive où chacune va mettre ses process et ses outils. Et puis Asana pour avoir une visibilité sur les tâches. Euh, on change en 2025, on passe avec Notion pour avoir du coup une vision des process un petit peu plus globale pour que ce soit moins le bazar que sur le Drive parce que là, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de choses sur le Drive. Asana, c'est génial pour checker les tâches, mais c'est vrai que voilà, là, on va essayer de passer les process sur Notion pour avoir un petit peu plus de visibilité que sur Asana, en fait. Voilà. d'accord. Parce que là, jusqu'à présent, les process, ils étaient stockés sur des dossiers Drive, hein. Et sur Asana. Sur Asana, en D'accord, un fait, on a des lien. tâches Mm. différentes et on a les process. Tu vois, on a des tâches de fond, en fait, avec process de lancement de tel programme, etc. Tu vois. Donc, on a réussi à faire notre schmilblick et puis en remettant les liens de redirection vers le Drive quand c'est nécessaire. Moi, j'ai une note aussi avec tous mes liens importants, tu vois, de tout, où et quoi, etc. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de centraliser sur Notion, aussi parce qu'on va commencer à mettre de l'AI et que pour aider justement le support et que ce sera plus facile de centraliser les AI sur Notion. D'accord, très bien. Et au niveau de la coordination des projets, parce que tu dis que très bien, l'équipe est autonome, mais est-ce qu'il y a une coordinatrice, une chef de projet? Moi, Voilà. OK. ouais, Donc toi, avec les points de contrôle, comme tu disais. ouais. C'est moi sur le chef de projet global, chef d'orchestre, voilà, je pilote quoi. Et après, quand je délègue des projets, des fois, par exemple, à Clémentine, qui est un peu en charge du support, où du coup, elle va gérer ensuite avec bah, les deux autres personnes qui sont avec elle sur le support, quand il y a des tâches de fond, des choses comme ça. Et quand moi, je vois qu'il y a des tâches de fond qui n'avancent pas, ce qui est souvent le cas parce qu'en fait, vu qu'on croît très vite, on est quand même vraiment sur l'opérationnel, le flux tendu. Donc c'est là, en fait, où moi, je fais intervenir des personnes de l'extérieur qui vont auditer et qui vont avoir cette vision de tâches de fond et qui vont venir implémenter des fois sur, tu vois, là, typiquement, la mise en place de Notion. Je sais que l'équipe, je ne peux pas leur rajouter ça, c'est trop lourd. Donc je prends quelqu'un qui va mettre en place Notion. Un expert. Ouais. Et qui va faire la bascule du coup de Asana à Notion aussi, toute la Ouais, partie. de Asana Drive et qui va tout centraliser sur Notion. D'accord. OK. Et quels sont les systèmes? Est-ce que tu t'y es pris par Paul pour créer tes process, tes systèmes? Quel est un petit peu ton... J'ai demandé à chaque fille de créer ses process. C'est-à-dire que chacune, je lui dis, bah, si demain tu es en arrêt maladie, moi, je dois pouvoir, moi et n'importe quelle personne de l'équipe doit pouvoir reprendre ce que tu fais. Yes. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le leitmotiv. Euh, c'est de se dire, demain, il y a un pépin, t'es pas dispo, t'as pas Internet,
voilà, tu as une galère, bah, que ça ne mette pas en péril la boîte. Yes. Et en termes de structuration de tes process, est-ce que tu les as fait sur ton drive par pôle? Je ne sais pas, imaginons marketing, opération, etc. Comment vous êtes organisé en interne pour retrouver facilement C'est les... un peu par pôle dans le sens où chacune, en fait, soit sur Asana, soit sur le Drive, va créer ses dossiers. D'accord. Donc, voilà. Après, on Hmm. va les retrouver. Enfin, Julie, tu vois, qui est ma web designer, c'est aussi elle qui me fait mes pages de vente. Donc, en fait, dans son pôle, je vais retrouver tous les contenus design, les plannings, etc., tous les e-books, lead magnets, Hmm. mais je vais aussi retrouver le process des pages de vente. Elle fait pas D'accord. le copywriting, mais elle fait le setup. Donc, du coup, je, bah, en fonction de qui fait quoi, je sais où je vais retrouver tu vois, les différents process. Mais c'est Yes. l'idée aussi de centraliser avec Notion, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui va être centralisé avec une vision commune. Là où jusqu'à maintenant, je les avais chacune laissé s'organiser dans leur pôle. Ouais. Ouais, ouais, Donc, je vois. l'idée pour 2025, tu vois, au niveau de, en tout cas, les axes d'amélioration de l'équipe sur 2025, c'est vraiment cette centralisation des process sur Notion. Hmm. OK. Et donc, au niveau des outils, des logiciels, t'en as énuméré quelques-uns tout à l'heure. Quels sont, selon toi, ben, quels sont les autres outils et logiciels que tu utilises qui, selon toi, sont essentiels pour, tout simplement, pour gérer au quotidien ton business? Donc déjà, Alors, nous, ouais, nous, on a Kajabi pour ouais. la plateforme Hmm. et on gère tout sur Kajabi. Les D'accord. emails, le marketing, les pages de vente, les funnels, euh, les communautés, les programmes et tout. Donc, c'était vraiment un choix de ma part. Si tu veux, mon mot de l'année 2024, c'était on simplifie. C'est pour ça qu'on a réduit l'équipe, qu'on a mis en place les process, on a réduit les outils. Je voulais vraiment simplifier. Ouais. Là, l'idée de mettre en place Notion, c'est aussi de simplifier. C'est de se dire, OK, on a tout à un seul endroit. Euh, Ensuite, on se rend compte qu'on a des limites sur la partie communauté par rapport à notre niveau d'exigence. Donc, on va passer en 2025 la partie communauté sur Circle pour pouvoir avoir davantage d'outils de gamification, de challenge pour animer notre communauté. Donc voilà, aujourd'hui, on était essentiellement avec Kajabi, Asana, Slack et le Drive. Et l'année prochaine, on rajoute du coup Notion et Circle, à la fois pour simplifier et améliorer l'expérience utilisateur. Mhm. D'accord. Très bien. Et du coup, une fois que Notion sera mis en place, Asana, tu vas le mettre de côté, tu vas faire la gestion de projet sur Notion? Ouais, l'idée, c'est de tout centraliser sur Notion. Vraiment D'accord. que le Drive soit là que pour du stockage, mais que tout soit sur Notion. Tous les process et les tâches, etc. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Et est-ce que, par exemple, les personnes, avant de prendre d'acheter un de tes programmes, que ce soit pour ton business en B2C ou en B2B, est-ce qu'il y a un call de vente avant qui est fait Non. avec... non, ils peuvent acheter directement le programme. Ouais. Moi, tous les programmes sont en achat direct. Même l'académie, hein. Euh, D'accord. ouais. Après, s'il y a de la, tu vois, si les personnes nous demandent de nous parler sur l'académie, on se rend dispo. On est quand même sur une académie à 6 000 l'année, tu vois. Mais bon, ce qui en soi, par rapport à ce qu'on propose, est vraiment pas cher quand tu le ramènes au mois par rapport à la valeur, Mm. mais on est sur des coachs sportifs et des kinés qui ne sont pas dans notre écosystème. Enfin, je veux dire, moi, je dépense 30 000 balles par an minimum en coaching pour moi. Donc, j'ai passé le cap, mais c'est vrai que pour des personnes qui se sont jamais fait coacher et qui n'ont jamais investi dans des masterminds, 6 000, c'est énorme. Donc, si elles ont besoin d'appel avec moi pour être assurées, pour voir si elles collent bien au profil, évidemment, je me rends à leur dispo, mais je ne le propose pas à la vente. C'est Webi, vente directe. Pour Easy Ménopause, qui est mon programme le plus cher en B2C, qui est à 490, donc il reste un programme hyper accessible. On est aussi sur du Webi et direct page de vente. Euh, on va passer l'année prochaine sur du challenge pour Easy Menopause, pour qu'il y ait davantage d'attaches aussi et qu'elle puisse être davantage rassurée par rapport à ma capacité, mon expertise à les aider à résoudre leurs problèmes.
Sur Easy Start, Aldo Périnée, on est vraiment sur de l'emailing direct. D'accord. Voilà. Donc, très peu de closing de mon côté. Ouais. Ah ouais, trop bien. Et ouais, Donc, donc du coup, quand il y en emailing, a, c'est moi qui m'y colle, tu vois. Parce que voilà. Et sur ouais, le B2C, je refuse. On a une tonne de témoignages. Je suis hyper accessible sur Insta. Tu vois, je fais des vocaux, etc. Si elles ont des questions, je leur réponds direct. Mais je refuse les appels, quoi. Vraiment. oui, ça prend du Je suis temps et très, puis je suis très stricte par rapport à ça. C'est pas possible. ouais. Ouais. Bon, Et sinon, surtout, il faut Marion, embaucher des closers et c'est pas forcément. et je veux pas. Ouais, ça m'intéresse. Enfin, en tout cas, c'est pas mon business model aujourd'hui. Ouais, Et j'estime aussi que je crée tellement de contenu gratuit et que je ne force pas la vente. Tu vois, il y a pas, je fais pas de promo. Tu vois, je fonctionne par cohorte, donc ça ouvre, ça ferme. Donc il y a des deadlines, il faut les respecter, c'est tout. Mais je réouvre tous les 2 mois. Donc moi, je suis pas en mode genre c'est maintenant ou jamais, quoi. Genre tu vas mourir. Non, c'est genre t'es pas prête maintenant, bah t'es pas prête maintenant. Quand tu es prête, tu viens. Et c'est vraiment ma façon de closer. Donc je suis pas du tout agressive sur la vente et je délivre une tonne de contenu gratuit pour les éduquer, pour leur donner des outils pour quand elles n'ont pas les moyens d'acheter mes programmes, qu'elles aient quand même des réponses à leurs problématiques. Donc, à partir de ça, je suis très au clair sur le fait que voilà, je sais ce que je donne. Et quand je dis que je donne pas plus, c'est parce que voilà, après, je préserve mon temps pour les personnes que j'accompagne. yes. Et en parlant de contenu gratuit, c'est toi-même qui crée ton contenu ou Je tu l'ai es beaucoup créé au aidé? début, mais maintenant je suis aidée. Bah, j'ai Ouais. du coup Marion qui s'occupe des articles de blog. Ouais. Et moi, je crée des vidéos YouTube et ensuite ma CM, donc Megan, va découper et faire du contenu short et réel et carousel à partir des articles de blog et des vidéos YouTube. Donc on a vraiment, moi ma création, elle est sur la vidéo YouTube aujourd'hui. Et ensuite, à partir de toutes mes masterclass et de mes coachings, les filles vont pouvoir créer du contenu, quoi. Très bien. Vu que je suis en coaching toutes les semaines, moi j'anime, tu vois, je suis 8 fois par semaine en live avec ma communauté. Ah oui, Donc en fait, il y a une création de contenu en permanence qui fait que du coup, elles peuvent vraiment se servir oui. et dans Pour le le gratuit. recycler. Ouais, trop bien. Trop bien. Et est-ce que, donc j'en reviens à ta casquette de CEO, de chef d'entreprise, est-ce qu'il y a des KPI que tu affectionnes particulièrement pour gérer ton business au quotidien? Hum, je vais regarder le nombre de personnes qui rentrent la newsletter. Donc, ce que je regarde, c'est vraiment l'acquisition de nouveaux prospects Mm. et la rétention de ces prospects-là. Tu vois, que ce ne soit pas juste des emails inactifs. Donc, euh, donc, il y a vraiment le nombre d'emails qui rentrent, mais aussi la qualité de ces emails et les taux d'ouverture des newsletters et du contenu gratuit justement qu'on délivre. Donc ça fait partie vraiment de ce que je regarde. Je me fie très peu à Instagram parce que depuis le début, ma communauté participe très peu, sauf que pendant 3 ans, j'ai vendu que sur Insta. Donc, je regarde très peu mes stats en termes de partage, de réaction, etc. Après, c'est un choix aussi, je ne fais pas des putaclics sur Insta. Je ne cherche pas le nombre de vues, je cherche le côté valeur. Donc, c'est aussi un choix stratégique. Et du coup, je ne cherche pas à interagir avec elles forcément. Par contre, je cherche à ce que quand elles voient mes posts passer, elles se disent, je m'arrête lire. Mais voilà, j'ai pas forcément besoin de commenter, j'ai pas forcément besoin de liker. Mais par contre, ça m'intéresse, je m'arrête de lire le post. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, c'est un peu comme ça que je pilote le côté organique. Et après, les taux d'ouverture voilà, de la newsletter pour la nettoyer régulièrement, dégager de la liste les opt-out, tous les gens qui se désinscrivent de la newsletter, on les dégage très régulièrement, enfin tous les mois, tu vois, pour être sûr d'avoir des personnes qui sont qualifiées dans notre base. Et ensuite, moi, je vais regarder le CA global, vu que j'ai pas, enfin, que j'ai des taux fixes par rapport à mon équipe et par rapport à ce que je mets en pub. Il n'y a pas de grosses variations. Donc voilà, je regarde le global et je regarde qu'est-ce qui part en pub, qu'est-ce qui part en équipe, puisque c'est à peu près mes pôles de dépenses, quoi. D'accord, très bien. Et
J'avais une question, elle va me revenir. C'est pas grave. Euh, Est-ce que tu peux nous partager une semaine type, s'il y a, il y a une semaine qui se ressemble, ou peut-être deux semaines? Comment tu organises ton temps en tant Alors, qu'entrepreneur moi, et en tant que femme? j'ai pas de semaine type. Hmm. Euh, je voyage énormément et du coup, mes semaines ne se ressemblent jamais. Et du coup, bah, j'ai des semaines où je vais beaucoup travailler, des week-ends où tu vois, je vais passer 3 jours à refaire un programme de zéro. Tu vois, c'est ce que j'ai fait cet été. Je me suis dit, tiens, Easy Ménopause, j'ai envie de le refaire. Donc, j'ai tout refait complètement. J'ai passé 3 jours, quasiment jour et nuit à tout refaire. Et le lundi, j'ai envoyé à mon équipe, je dis, voilà, c'est le nouveau. C'est le nouveau programme. Donc, je fonctionne vraiment comme ça. J'ai des moments où je ne vais pas du tout pouvoir créer et où je vais vraiment bah, juste être sur un contrôle de ma boîte, donc du pilotage contrôle. Et des fois, je vais être vraiment en mode création à fond. Je refais tous les programmes, je les mets à jour, etc. On a créé des process, tu vois, sur la récupération de feedback en continu. Ce qui fait que du coup, moi, en continu, je récupère des questionnaires de satisfaction, des suggestions. Et donc après, moi, c'est par phase. Il y a des phases où je me dis, tiens, là, j'ai envie d'améliorer ce programme-là, donc je vais me mettre à fond dans tous les questionnaires que j'ai récupérés et je vais voir les axes d'amélioration des programmes. Le fait d'avoir le team meeting mensuel me permet aussi de pouvoir, tu vois, avoir des points de contrôle de moi envers moi-même. De dire, OK, là, je vais voir l'équipe cette semaine, donc je vais leur faire un point de où est-ce qu'on en est. Donc, ça m'oblige moi aussi à faire le point de où est-ce qu'on en est. Voilà, donc j'ai pas de semaine type. Par contre, une fois par an, je prends une semaine pour faire ma vision. 25 ans, et après, je découle sur 10 ans, 5 ans à l'année. Tous les trimestres, je fais un bilan du trimestre global, pro, perso. Tous les mois, je fais un bilan de mes tâches du mois, plan perso, mes objectifs, mes apprentissages, mes points de vigilance, les points positifs, les highlights, etc. Donc ça, c'est vraiment une routine que j'ai par rapport à moi envers moi-même et par rapport à la structuration aussi de mes to-do. Je note énormément sur les cahiers et j'organise mes to-do en permanence. Je reprends, c'est quoi la priorité, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui avance pas, qu'est-ce que je dois remettre à plus tard, etc. Donc, c'est vraiment un pilotage pro-perso comme ça qui me fait avancer. Mais alors après, te dire à quoi ressemble une semaine type, je suis incapable. J'ai mes coachings avec mes clientes qui sont bloquées. Ouais, Donc, je sais que bah, le dimanche matin, le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, je suis avec mon équipe, enfin, je suis avec mes clientes. Voilà. ouais, voilà. Le lundi, c'est les nanas de la FAP en journée. Et le lundi soir, c'est mes clientes. Mardi soir, mercredi soir, c'est mes clientes. Voilà. Et dimanche matin. Donc ça, c'est bloqué. Mais après, le reste, bah, c'est hyper variable. Des fois, j'arrive pas du tout à m'y mettre parce que en fait, je suis ailleurs. Donc je vais ailleurs, je me laisse aller ailleurs. Et puis, des fois, je vais être en mode, bah, genre là, tu vois, ça fait 3 jours que je fais que créer, créer, créer. C'est limite jour et nuit, je sors quasiment pas de chez moi. Mais bah, c'est une phase qui est comme ça. Et en fait, je me fous la paix avec mon fonctionnement. Tu vois, j'ai compris aussi avec tous les coachings, les thérapies que j'ai fait, que en fait, j'ai un fonctionnement qui ne rentre pas dans des cases. Et en fait, c'est ma force de ouf. Donc, je ne cherche pas à lutter contre ça, en fait. J'ai vraiment, j'ai appris à fonctionner avec moi-même. Donc, et c'est vrai que je ne fonctionne pas très bien avec des blocs de temps précis. Il me faut beaucoup tu vois, aujourd'hui, tu regardes mon planning, il est très vide. Tu as Euh, besoin de cet espace-là. et Ouais, ouais, ça me permet de pouvoir avancer. Tu vois, mon planning est très vide et d'un autre côté, ma to-do est très, très remplie et très organisée. Mais du coup, ça me permet d'avoir la liberté. euh, de placer et- où tu veux. ouais, exactement. Et de me dire si j'ai besoin de prendre 3 heures pour aller monter à cheval, je peux. Si je vais aller prendre 2 heures pour aller déjeuner avec ma pote, je peux. Et en fait, ça, c'est justement le gros travail que j'ai fait 2023-2024. Tu vois, quand je te disais que 2021-2022, mon planning, tu voyais, il n'y avait même pas de temps pour manger, quoi. Et je bossais la nuit, donc c'était pas ouf. Et maintenant, tu vois, je me dis, bah ok, genre, je peux bosser la nuit parce que ça m'arrive, mais derrière, je sais que je peux dormir toute la journée. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, je subis beaucoup moins ça, quoi.
Ouais, donc oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que avant tu travaillais énormément sur ton business, là aujourd'hui, tu as réussi quand même à freiner un petit peu et à Bah, je trouver. travaille ouais, toujours énormément, mais par phase. C'est-à-dire D'accord, qu'il y a des phases où je travaille pas du tout, enfin, pas du tout, je regarde juste ce qui se passe, et il y a des phases où je retravaille énormément. Mais du coup, je suis plus victime, tributaire de ça. ouais, C'est c'est vraiment tu moi le qui choisis. vois. Mm. Hmm. Je choisis quand j'appuie sur l'accélérateur. Et voilà, après, bah, des fois, je choisis de me mettre des deadlines où je me fais pas de cadeaux, tu vois. Mais, euh, mais je reste consciente que c'est moi qui choisis et que, en soi, aujourd'hui, je peux décaler un lancement et ça va pas mettre en péril ma boîte. Enfin, tu vois, genre, je peux vraiment me faire passer en priorité. Ouais, très bien. La question que je voulais te poser tout à l'heure, ça y est, elle m'est revenue par rapport à quand tu disais, tu sais, que tu traquais les new leads, les nouveaux leads via ta newsletter, etc. Comment tu suis? Est-ce que tu as un CRM où tu centralises tous les nouveaux entrants? On a des tags, donc en fait, avec Kajabi, on arrive avec les tags à retrouver les points d'entrée. D'accord. Mais On tu attend. centralises pas, je veux dire, sur un Google Sheet ou sur... euh, Pour le moment, non. Les filles, elles sont en train de mettre en place un Looker Studio pour qu'on ait une vision un peu plus lisible de ça. Ouais. Aujourd'hui, on sait où aller chercher les stats et après, là, on est en train d'essayer de mettre en place justement un Looker Studio pour avoir une vision d'ensemble. Autre chose qu'on va mettre en place aussi l'année prochaine, c'est Airos pour avoir vraiment une vision très précise de l'acquisition organique, pub et du parcours client. D'accord. Parce que là, typiquement, bah, tous tes clients, est-ce que tu les as donc tagués ou tu as un fichier CRM pour suivre tous les clients existants On les tag et après, c'est Clem qui va me faire des stats, qui va me dire, D'accord. voilà, sur tel lancement, on est à tant de clientes qui sont là depuis tant de temps, tant qui sont rentrées par la pub versus organique. Donc là, Hmm. on a une vision globale, mais on peut aller beaucoup plus précisément, je pense, parce que tu vois, genre, on a organique versus pub, mais on n'a pas organique YouTube versus blog versus Insta. Ouais, Là, on va essayer de mettre ça en place avec Aeros, justement. d'accord. Faire plus de séquences et d'accord. À avoir une meilleure vision. En fait, aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de bosser puisque le plus important, c'est que les leads y rentrent, qu'ils soient qualifiés et que derrière, les personnes, elles Hmm. achètent et qu'elles soient satisfaites et qu'elles rachètent. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait, on a les stats, on sait que quand une personne, elle achète, elle rachète derrière, on a les taux de satisfaction, etc. Donc là-dessus, on sait que ça va. Mais on ne sait pas comment optimiser et donc on ne voit pas les trous dans la raquette puisqu'on n'a pas un niveau de précision qui nous permet de les voir. Donc c'est l'idée de mettre en place Airos pour pouvoir voir, ok, bah, est-ce que finalement il y a des choses sur lesquelles on met de l'énergie, du temps, de l'argent et ça rapporte très peu, versus des choses où on met aussi de l'énergie, du temps, de l'argent qui rapportent énormément pour pouvoir justement se dire, bah voilà, mettons le focus où c'est le plus profitable, quoi. Yes. Et tout à l'heure aussi, tu parlais de que vous avez mis en place un système pour avoir ponctuellement des feedbacks, questionnaires de satisfaction des clients. Euh, vous les envoyez, ces feedbacks, ces formulaires, en fin d'accompagnement ou durant l'accompagnement? Début, fin. Hmm. Euh, Quand durant l'accompagnement, il y a des feedbacks qui remontent, les filles me les font remonter aussi pendant. D'accord. Je suis en permanence en train d'améliorer mes accompagnements. C'est un truc de fou. On doit être à la 16e promo de Abdo Périnée. 16e fois qu'on fait le programme. J'améliore encore le programme au bout de 16 fois. Pour moi, c'est une obsession. C'est vraiment de comment améliorer sans surcharger, parce que l'idée, c'est pas que derrière, tu vois, elles aient le FOMO quand elles font le programme en se disant, mais il y a trop de contenu, mais c'est comment est-ce on leur fait la meilleure expérience possible et qu'elles aient absolument tout ce dont elles ont besoin. Ouais. Donc du coup, comme tu disais, en début et en fin de programme, tu leur envoies comment dire, c'est Ouais, automatisé? il y a des questionnaires de début de programme. Derrière, nous, on récupère toutes les données pour savoir quels sont les profils exacts de chaque personne. Et donc, de pouvoir ensuite, derrière, les relancer pendant le programme par rapport à leur douleur, où est-ce qu'elles en sont. S'il y a des trucs qui remontent pendant le programme, on les note et on les met en place. Euh, sur la fin de programme aussi, donc elles ont un questionnaire pour leur faire revenir sur justement leur questionnaire initial. On fait un questionnaire de fin et ensuite bah, on les relance individuellement par rapport à ce questionnaire de fin. Donc il y a vraiment, comme je te disais, un accompagnement personnalisé, quoi. Trop bien, trop bien.
Ben écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Ben, je vais te laisser le mot de la fin, tout simplement. Et ben, est-ce que tu peux nous donner un ou deux, plusieurs conseils, si tu souhaites, euh, aux personnes, aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Je pense qu'une de mes forces, c'est d'avoir misé beaucoup plus sur le LTV, donc lifetime value, c'est-à-dire sur la qualité de mes accompagnements et le fait de garder les personnes dans mon écosystème versus l'acquisition. Tu vois, la boîte, elle a 4 ans et je commence à m'intéresser vraiment à l'acquisition sérieusement parce qu'avant, finalement, je m'intéressais surtout à ma communauté et à comment leur faire vivre la meilleure expérience possible. Et je pense que c'est ma force. Donc, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de voir comment est-ce que vous pouvez délivrer la meilleure offre possible et garder les personnes le plus longtemps possible dans votre écosystème avec une satisfaction élevée avant de vous dire comment j'ai plus de clientes, c'est comment je les accompagne mieux. Pour moi, c'est vraiment ça la base. Et ensuite, de se faire accompagner enfin, Mm. moi, je pense que c'est ce qui a été un game changer dans mon évolution pro et perso. C'était vraiment l'accompagnement, donc d'être dans des masterminds. Je ne peux pas conseiller mieux parce que ça fait tellement évoluer d'être avec des personnes qui sont plus inspirantes, plus avancées que nous. On dit souvent, hein, tu vois, on est la résultante des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Oui, Et c'est tellement vrai. Et en fait, de vous dire que si vous êtes la personne la plus intelligente de votre écosystème, c'est qu'il y a un problème. Donc, de toujours aller vous entourer de personnes qui sont plus évoluées, plus pertinentes. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à moi-même accompagner les entrepreneurs. Quand je suis dans des masterminds, je sais que je donne beaucoup, mais c'est parce que j'ai reçu tellement. Donc, voilà, je pense que de donner beaucoup, de recevoir beaucoup et de ne pas avoir de crainte de partager parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur, quoi. trop bien. Ben écoute, merci pour tout. Avec Merci pour tout, pour cet échange. Si les personnes souhaitent venir te parler, voir ce que tu proposes, c'est quoi le mieux? Sur Instagram, les personnes auront une vision vraiment globale de ce que je propose. Donc, mon Instagram, c'est Alexia Cornu. Après, pour les professionnels qui s'intéressent vraiment à se développer sur la santé de la femme, c'est la FAP Academy. Donc, on a un compte Instagram FAP Academy, mais on a aussi un podcast qui s'appelle Parlons d'elle, qui est pour les pros. Et notre site internet, bien sûr, où là, les gens vont pouvoir retrouver notre formation, nos capsules. Et puis ma chaîne YouTube, puisque c'est quand même le gros axe 2025 avec la sortie de mon docu-série avec ma maman. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, je partage toutes les semaines une nouvelle vidéo conseil. Donc voilà, sur tout public. Et à partir du mois d'avril, du coup, il y aura la saison 1 de mon docu-série. Voilà, avec ma maman. Trop bien. Ben Ouais. écoute, merci beaucoup. Merci pour cet échange, Alexia. Et je te dis à très vite. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.